Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de Plateau. On se retrouve pour le tour numéro 5 de notre partie de Deep Madness. On voit que là nos investigateurs commencent à être salement amochés alors qu'on approche de la moitié de la partie en nombre de tours, puisqu'on va entamer ce 5e tour dans une situation somme toute assez périlleuse, puisque on est talonné par la substance qui est au maximum de sa puissance. En plus, on a un embouteillage là, de monstres qui se forme à l'endroit où on va essayer de passer pour atteindre la console. Donc ça, c'est un autre problème. Après, avec des armes de jet, je pense qu'on peut se frayer un chemin. Mais le problème de l'agglomération comme ça des monstres au même endroit, c'est qu'ils nous empêchent, par leur capacité de bloc, de passer en utilisant notre score d'évasion. Donc c'est un petit peu délicat. Autre point dur, c'est l'état de santé d'Arthur Wayland par rapport à l'ensemble des investigateurs qui est le plus problématique, puisque sur 8 blessures, il est déjà à 7 blessures. Heureusement, il a la seringue de guérison. Ça me fait penser à un truc d'ailleurs, c'est que lors de la fin de son tour, au précédent épisode, je n'avais pas remis sa jauge à 5 alors qu'il est dans une zone respirable. On va pouvoir redémarrer immédiatement. C'est une nouvelle phase de corruption qui va démarrer ce 5e tour. Donc corruption d'un des lieux du plateau, de la base, avec apparition de 3 monstres. Alors, on va déjà tirer une carte de lieu, en espérant que ce ne soit pas la 28. Non, c'est la 22. Alors la 22, elle est là, elle n'est pas très loin. C'est une zone inondée dans laquelle potentiellement il va falloir qu'on passe. Mais bon, pour l'instant, c'est la 22 qui est corrompue. Donc on va simplement la retourner, comme toujours. Voilà. Qui est fait. Je vais poser dessus un spawn. Donc là, ça va être comme ça. Et en plus, on va piocher de manière aléatoire une corruption. C'est encore un dégât mental. Bon, après, nos personnages, pour le moment, ne sont pas trop exposés aux dégâts de santé mentale. Ça passe encore. Voilà pour la phase de corruption. Ensuite, c'est la génération des monstres. Donc, ce sont 3 cartes qui doivent être piochées. Première carte, c'est la substance. Donc, celle-ci a un niveau d'horreur de 3. Elle doit être remplacée par d'autres monstres. Alors, j'ai sorti tous les monstres qu'il nous reste. Et c'est pas folichon, il ne nous reste pas grand chose. Donc la substance va être remplacée par des monstres d'une valeur de 3. Donc on va les remplacer par une putride et un délire. Voilà. Et ils vont apparaître ici. Voilà, donc c'est 2 plus 1, hein, c'est ça. 2 en horreur pour la putride et 1 pour le délire, ça fait bien 3, donc on est sur une apparition équivalente. Je défausse la salle 22, on connaît maintenant le système. C'est sur la tuile 10 que les monstres vont apparaître. Alors la tuile 10, par contre, c'est plus embêtant parce qu'elle contient en fait notre soldat. On va voir tout de suite ce qui apparaît là-bas. Alors c'est un amblyope qui va apparaître salle 10. Alors l'amblyope qui va jouer avant le soldat en plus, qui va s'activer avant le soldat. Donc ça c'est très gênant parce que l'amblyope est une créature assez particulière qu'on n'a pas encore croisée dans cette partie, mais qui est assez difficile déjà à vaincre parce qu'il a 2 en résistance et puis qui a des pouvoirs très très particuliers qui nous ralentissent encore. On défausse la salle 10. Alors, je vais arrêter de faire l'essuie-glace. On défausse la salle 10 et le second amblyope va apparaître salle 15. Donc dans la salle 15, elle est ici. Donc là encore, un amblyope apparaît. Enfin, je défausse la salle 15, je vais le faire devant la caméra, voilà. Donc les derniers monstres vont apparaître déjà dans la salle 17. Donc je pioche une carte monstre et c'est encore
ce sont 2 amplis qui apparaissent sur la tuile 17. Voilà, ils apparaissent là et là. Donc non loin de Wayland et de Carter. On va passer à la phase d'activation maintenant. Alors, pendant cette phase d'activation, je vais essayer de faire en sorte que nos 2 investigateurs puissent échapper à la substance, voire à l'endommager au passage, parce que ça permettrait, en endommageant, c'est-à-dire en éliminant un monstre sur sa carte, que lors de sa prochaine activation, elle se déplace d'elle-même pour trouver un nouvel hôte. C'est assez facile parce que la substance est constituée de 2 agonies et de 1 putride. Donc les agonies sont assez simples à éliminer quand même. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose là-dessus en dépensant un minimum d'action avant de se déplacer. Ce sera certainement Carter qui va attaquer. Simplement parce que elle a déjà un indice. Alors c'est dangereux, mais elle est aussi capable d'emmagasiner un tour de dégâts sans autre considération. Donc je vais tenter le coup comme ça. Dans le même temps, Wayland va lui se rendre sur cette salle pour tenter de récupérer un indice. Surtout que là, il n'y a pas de monstre qui est apparu, donc il faut en profiter tant qu'il est temps. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Bon, bah là-bas, du coup, Jared Drake, lui, va être obligé de se fader l'Ampli-Op et puis les différents monstres qui sont dans la salle 22. Et puis, Felicia, elle, va récupérer cet indice. Et je ne sais pas trop ce qu'elle va faire. Je pense qu'elle va aller après prêter main forte à Drake. Voilà, ça va faire 2 binômes. Je n'ai pas de meilleure idée pour l'instant, mais bon, je me dis qu'après, ces 2 binômes pourront converger ici pour essayer de rejoindre la salle 15. Sachant qu'il me reste, après ce tour-ci, il me reste que 4 tours pour réussir. C'est quand même très très oppressant en effet. Je ne sais plus quel est celui d'entre vous, parmi les abonnés, qui a qualifié ce jeu d'oppressant. Je trouve que le mot est tellement bien choisi que je vais souvent l'utiliser, je crois. Bon, allez, on passe à la phase d'activation cette fois. Et Wayland qui va s'activer. Alors, en action particulière, il a quelque chose d'utile. Il peut faire une fouille en piochant 3 cartes, mais là, je pense qu'il va s'abstenir. Avant tout, il va utiliser une dose de sa seringue de guérison pour soigner un dégât. Voilà, qui est fait. Ça ne compte pas comme une action, ça, par contre. Ensuite, il va... non, il ne va pas encore utiliser sa bonbonne. Il va déjà... Alors oui, il faut que je mélange les jetons. C'est vrai que je n'ai pas réparti les actions bonus. Voilà. Alors, Wayland, Felicia, Andy et Jared. Au passage, on voit qu'il y a un trou d'air là au niveau de l'activation de la démence intérieure et de l'Ampli-Op et que Carter et Drake jouent vraiment en fin de phase d'activation. Donc ça risque de peser un petit peu aussi sur mes actions. J'aurais dû, à mon avis, programmer davantage. Là, j'ai programmé le début, mais sans trop tenir compte du positionnement de Carter, notamment, je pense que ça va me gêner. Bon, tant pis, hein, c'est ma deuxième partie complète. Donc bon, j'ai encore des choses à découvrir dans ce jeu. Donc, Wayland pioche cette médaille d'action bonus. Donc, il a 5 actions. Ça tombe plutôt bien parce qu'il en a besoin. Donc, 5 actions. Sa première action va consister à se déplacer. Il ne consomme pas pour le moment d'oxygène puisqu'il démarrait d'une salle non inondée. Ensuite, il va utiliser ses bonbonnes d'oxygène pour se déplacer de nouveau
et atteindre la zone où se cache l'indice. Ensuite, il va tenter de récolter l'indice, en tout cas de le trouver, en dépensant une autre action. C'est un jet de dés là. On sait que c'est difficile, bon, c'est un 3, c'est loupé. Il redépense une action pour relancer un dé. Je vais changer d'ailleurs de dé. Yes, il obtient un 6, donc c'est un succès. Enfin, c'est assez inespéré. Je vais récupérer un jeton. Succès, voilà. Ça c'est très très bien, sachant qu'il lui reste encore deux indices, deux actions. Donc pour une action, il va récupérer l'indice. Premièrement. Et dernière action. Ah, par contre, j'ai oublié de dépenser J'ai oublié de dépenser de l'oxygène. Donc il a fait 3 actions en milieu subaquatique. Donc 1, 2, 3. Voilà, il est ramené à 2. Il lui reste une action. Il va... Parce que sa position est assez dangereuse à cause de la proximité des amblyopes ici. 2 du délire ici. Ouais, c'est une position assez fragile. Bon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dépenser sa dernière action pour se rapprocher de la zone respirable. Donc, il perd encore un point d'oxygène. Ce qui met fin à son tour. Arthur Wayland a quand même réussi à atteindre un objectif important. C'est la première fois que j'arrive à collecter cet indice. D'habitude, je parviens à collecter les deux du haut, mais celui-là, j'ai toujours plus de mal dans la mesure où, en général, les monstres spawnent et arrivent assez vite dans cette zone. Mais là, bon, le tirage a été un petit peu moins défavorable. Après Wayland, s'active le délire. Alors, je n'aurais pas dû le positionner là. Ouais, cela dit, c'est pareil. Donc, après Wayland, ce sont les délires qui s'activent. Alors, les délires, il y en a plusieurs sur le plateau. Il y a déjà ces deux-là qui vont s'activer et avancer de 1. Celui-ci qui va s'approcher. Alors, il est plus près de Drake. Donc, il avance vers Drake. Celui-ci est équidistant entre Wayland et Carter. Donc, il va... Alors, est-ce qu'il s'approche de Carter? Parce que Wayland a 5 blessures. Ouais, il peut s'approcher de Carter encore. Ok. C'est quand même dangereux, là, cette zone-là. Si les amblyopes viennent là, je suis mal. Très, très mal. Donc, lui, il vient sur Carter parce que j'aimerais qu'elle sème la substance et rejoigne Wayland. Mais bon, on va voir après. Et je pense qu'on a fait le tour des délires présents sur le plateau. Il m'en reste un en réserve, donc c'est ça, il y a 6 délires en tout. Donc voilà. Après leur mouvement, après leur déplacement plutôt... Ah, mais non, celui-ci ne se déplace pas, c'est vrai. Il est immobilisé à cause du tir de clous. Donc je vais enlever ce jeton, mais il ne se déplace pas ce tour-ci. Oui, donc il reste à cet endroit. Donc après son déplacement, il fait son spécial. On choisit un investigateur à une case de portée et on lance un des 12. Sur le résultat de griffe, amener l'investigateur sur la case du délire. Alors forcément, le délire, je vais lui faire cibler Carter pour qu'il la tire ici, qu'elle soit plus près de Wayland. Logiquement.
Donc, eh bien, je dois lancer un D12. Alors là, pour le coup, j'espère qu'il l'attire. Oui, il obtient le résultat des griffes. Donc, dans ce cas-là, amener l'investigateur sur la case du délire. Yes. Donc, il attire Carter. C'est parfait. Ensuite, il va attaquer. Donc, quand il attaque, il peut... Enfin, il inflige 2 dégâts, 2 blessures. Et Carter va essayer de se défendre en résistant. Or, elle ne résiste pas, elle subit les 2 blessures, ce qui l'amène à 5 dégâts, enfin à 5 blessures. Sachant qu'en plus Carter sera obligé de taper dessus, dans la mesure où, sinon, si elle se déplace, eh bien, il lui infligera une blessure supplémentaire. Donc ça, c'est pas ce qu'il faut garder comme solution. Au contraire, il faut éviter absolument les blessures pour que Carter puisse s'en sortir. Les autres délires n'attaquent pas puisqu'ils ne sont pas apportés assis. Ceux-là ne sont pas apportés. Par contre, celui qui est vers Carter, vers Drake, est apporté. Donc lui, il va attaquer. Donc spécial, il n'a pas d'investigateur à 1 de portée, donc ça, c'est pas la peine. Par contre, il attaque, donc il essaie d'infliger 2 blessures à Drake. Drake qui joue de résistance. Donc il amortit 1 dégât. Il s'en prend 1 toutefois. Donc il passe à 5 blessures. Mais comme il est attaqué, il a son tir de couverture. Vous pouvez dépenser 1 point de santé mentale pour attaquer un monstre une fois avec une arme de poing quand il vient de vous attaquer. Donc là, je vais dépenser 1 point de santé mentale pour faire ce Retaliate. Dégainer mon pistolet. Dans la mesure où j'ai rafale contrôlée pendant une attaque, parce que là c'est bien une attaque, ouais, c'est ça. Donc je vais pouvoir lancer 3 dés. En gros, son attaque s'applique normalement. Et dans la mesure où je suis sur la même case que lui, ma précision est augmentée de 1. Donc voilà, je vais lancer 3 dés et je vais obtenir des succès sur des 3 plus. Allez, oh yes. Je fais carton plein, donc j'inflige 3 dégâts directement à ces 2 créatures, puisque je suis sur la même case qu'eux. Donc, d'abord, j'attaque le délire. Alors, le délire, lui... Ah ouais, j'ai oublié d'utiliser ma seringue. Bon, on va dire que je vais l'utiliser. Comme ça, je peux... c'est la dernière activation possible. Je peux infliger 1 point de dégâts supplémentaires lorsque j'attaque. Là, je vais le faire parce que je suis en mauvaise posture, donc il ne faut pas que j'oublie. Donc, à ces 3 dégâts, j'en ajoute 1. Donc, ce sont 4 dégâts qui s'abattent sur ces monstres-là. Je peux les répartir comme je veux. Néanmoins, comme le délire a une résistance de 3 et l'amblyope, il a quoi lui? Il a 2, mais il absorbe 2 dégâts. Ouais, donc, dans tous les cas, je vais taper sur le délire. Donc, il absorbe 1 dégât, je lui en inflige 3, donc je le détruis. Son niveau d'horreur est égal à 1, donc je suis atteint d'un premier niveau de démence. Ce qui met fin au tour du délire. Là, je vais défausser cette carte, elle n'est plus utilisable. Je la mets dans la défausse du loot. Voilà. Donc les délires ont terminé cette fois d'attaquer. Je peux passer au tour de Felicia Hermitage. On va regarder tout de suite combien elle a d'actions supplémentaires. Elle en a 2 également. Donc 2 actions supplémentaires, ce qui lui donne 5 actions en tout. Première action dépensée, elle va récupérer l'indice. Donc on a les 3 indices en notre possession. Donc ça, c'est génial. Et elle va tout de suite effectuer un coup d'avance là pour se déplacer gratuitement et aller prêter main forte à Drake. Donc elle dépense une autre action pour se déplacer à nouveau.
Encore une action. Ah oui, je l'ai mise là. Je me suis trompé. Encore une action pour se déplacer de nouveau. Et là, elle est en contact avec l'amblyope. Il lui reste 2 actions. Elle va attaquer avec... Alors, il a quoi l'amblyope? Il a 2 et 2 en résistance. 2 et 2 en résistance. C'est quoi ça? Seringue de sédatif. Je vais l'utiliser pour éviter de prendre des blessures mentales supplémentaires. Voilà, quand je tue un monstre, je pourrais défausser un jeton de santé mentale que je devais transformer en démence. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Donc je vais utiliser... si j'utilise le scalpel, je lui fais que 2. Donc je vais utiliser le taser. Et si je dépense un jeton de santé mentale, je peux déplacer d'une case la créature et lui infliger une blessure supplémentaire, ce qui amènerait le nombre de dégâts à 4. Donc je vais utiliser le taser, ouais, mais je ne lance qu'un dé avec un 4 en réussite. Donc je dépense une action et je tase l'amblyope qui est là-bas. Allez, yes, c'est un 6. Donc je parviens à lui infliger une grosse décharge. Je lui inflige 3 dégâts plus 1 en dépensant une santé mentale. Alors oui, je le déplace, je le repousse, mais il subit 4 dégâts moins 2, 2. Or, un amblyope ne peut supporter que 2 blessures, donc il est tué sur le coup. Dans la mesure où j'avais joué seringue de sédatif, je peux retirer un jeton santé mentale. Mais il m'en reste un, donc eh bien, je dois résister à la démence après cette destruction d'une créature chaotique. Il reste une action pour Félicia. Une action pour Félicia qui est avec Drake. Eh bien, elle va utiliser son tout va bien. Donc pour une action, elle soigne une blessure subie par un investigateur se trouvant sur sa case. Donc elle soigne une blessure de Drake qui était à portée de ses bandages. Ce qui met fin à son tour. Alors je n'ai pas beaucoup avancé, mais par contre, j'ai repoussé un petit peu les problèmes au prochain tour. Ce qui, ma foi, est déjà pas mal. Le tour de Félicia s'achève. Je passe maintenant au tour des agonies. Alors attention, la substance va encore s'activer là. Donc les agonies se déplacent en direction des investigateurs. Là, le plus près, ça doit être Carter. 1, 2, 3. Sinon, 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc c'est Carter. Donc cette agonie-là recule pour rejoindre la position de Carter. Cette agonie-là avance. Celle-ci avance également. Voilà. En paquet. Elles sont trop loin pour attaquer, donc elles vont rester là. Mais Substance a assimilé une agonie, donc elle peut en profiter. Donc elle va effectuer son spécial, mais comme il y a déjà 3 monstres sur sa carte, elle ne va pas assimiler de nouvelles créatures. Donc elle va se déplacer de 1. Ouf, là ça va être chaud. Oh là là, ça va être chaud ça. Oh, si je fais pas 2 réussites à mon jet de résistance, la partie est perdue. Je l'ai pas vu venir ça. Je l'ai pas vu venir. Non. Bon, donc, Substance inflige 3 hits, hein, simplement. Et Carter doit essayer de s'en sortir en lançant ses jets de résistance purée. Elle obtient 2 succès, donc elle enchaîne, elle encaisse qu'un seul dégât, donc elle est à 6. Par ailleurs, j'avais guérison accélérée, donc j'aurais pu défausser cette carte pour récupérer si nécessaire, et je peux le faire à tout moment. Donc je vais la conserver bien précieusement. Mais là, je viens d'avoir une chance pas possible. Et Carter s'entoure de justesse, mais vraiment de justesse. Là.
L'activation d'agonie prend fin. Ah, par contre, attention, je n'avais pas vérifié Wayland, qui est aussi, ouais, il est à 1, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Et Carter n'est pas en zone inondée, donc non, c'est bon. J'ai eu peur d'avoir oublié quelque chose. Donc, l'activation d'agonie prend fin. Il n'y a pas d'investigateur à ce niveau. C'est Démence intérieure qui s'active. Démence intérieure va essayer de se déplacer en regardant si l'investigateur le plus proche d'elle a une démence sur lui ou elle. Alors, il y a deux investigateurs très proches de démence. Démence étant là, elle est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Drake et de Armitage, qui ont tous les deux une démence. Et sinon, elle est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc, elle est plus près de Drake et l'Armitage. Et donc, elle va se déplacer de 1. Alors, comme il y a deux investigateurs, est-ce que ça se cumule? Spécial investigateur, non. La démence intérieure gagne une case de déplacement par jeton de démence qu'a l'investigateur le plus proche. Comme il y a deux investigateurs plus proches, pour moi, elle gagne deux mouvements. Parce que la démence l'attire, donc elle se cumule, quoi. Il faut que je les sépare tous les deux, ça va être compliqué. Je pense que c'est un peu l'idée aussi de démence, hein, c'est qu'elle nous empêche de nous déplacer en groupe. En tout cas, je vais la jouer comme ça. Le gros avantage par rapport à démence, c'est qu'elle n'a pas de score de bloc. Donc on peut s'en échapper assez facilement. Ensuite, démence s'étant activée, hein, je vais faire progresser le jeton. Ici, il n'y a pas d'investigateur, ce sont les amblyopes qui s'activent. Les amblyopes d'abord se déplacent puis attaquent. Alors, les amblyopes, on va partir des plus lointains. Lui avance, ici il n'y en a pas. Ces deux-là vont foncer évidemment sur Wayland. Oh là là là, c'est pas possible. Là aussi, on est en situation de crise puisque Wayland ne pourrait pas résister. Combien ils font de dégâts, les amblyopes? Oh, ils font 2 dégâts. Oh là là. Ouais, là c'est pas bon du tout, du tout. Ah, j'ai pas assez anticipé ça. Mince. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme amblyope? Il n'y a que ces trois-là. Donc ils se sont déplacés. Celui-ci n'attaque personne. Il n'y en a pas. Par contre, ces deux-là attaquent... Et merde. Et mince. Ils attaquent Wayland. Le premier amblyope fait 2 blessures à Wayland. Wayland qui a 6 blessures, donc il va essayer de faire 2 dégâts. Il va s'en défendre, il subit les 2 blessures. Oh, c'est pas vrai. Non. Est-ce que vous pouvez placer un jeton santé mentale sur cette carte à tout moment pour guérir d'une blessure? Mais l'action en cours est résolue avant d'appliquer l'effet de la carte. Ah, ouais, donc non. Donc là, j'ai subi 2 blessures. Eh bien, je crois que c'est la fin de la partie. Je vais vérifier, mais je suis sûr de moi. Oh, punaise. Ouais, non, j'ai mal géré, là. J'ai mal géré. Ah. Alors, conditions, mais je crois que c'est ça. Remporter la partie. A l'inverse, les investigateurs perdent si l'une des conditions suivantes se réalise. Un investigateur se fait tuer. Le jeton de corruption atteint l'extrémité de la piste de corruption. Il ne reste plus aucun monstre dans la réserve. Donc, les amblyopes qui viennent d'arriver attaquent Wayland, le terrasse. Ce qui met fin brutalement à ma partie. Ben voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vais passer directement à une conclusion parce que là, vraiment, c'est tellement brutal que j'ai besoin de boire quelque chose. Voilà, je viens de boire un grand verre d'eau pétillante, histoire de reprendre mes esprits. Et on passe directement à la conclusion sur ce jeu. Que faire d'autre? Bon.
Alors, que dire sur Deep Madness? Eh bien, d'abord, globalement, j'ai adoré mon expérience sur ce jeu. C'est l'un des rares jeux où j'ai envie d'enchaîner une partie, en fait. Donc oui, voilà, c'est un jeu qui me donne envie de recommencer, tellement il challenge le joueur, et tellement il met la pression tout de suite, en fait. Et à chaque tour et à chaque action, euh, les enjeux sont présents. On a des décisions à prendre, tendues. Est-ce qu'on doit rester sur place? Est-ce qu'on doit bouger? Est-ce qu'on doit combattre? Est-ce qu'on doit s'enfuir? Est-ce qu'on doit looter? Est-ce qu'on doit tirer? Enfin bon, à chaque fois, on est face à des choix. Et c'est quelque chose qui procure beaucoup de très très bonnes sensations, enfin en tout cas à mon goût. On a peut-être que le premier tour finalement qui est moins tendu. Et encore, cette partie est un contre-exemple, puisqu'il me semble qu'au tout démarrage de la partie, on a eu un spawn de monstres, alors que nos investigateurs ne pouvaient même pas, enfin ne démarraient même pas le turn order. Donc on s'est pris des blessures tout de suite, des attaques tout de suite, sans rien pouvoir faire, et ça nous a mis la pression d'emblée, ce qui nous a mis dans l'ambiance d'emblée aussi. Ça, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est le deuxième aspect, c'est que ce jeu, par sa densité, nous happe totalement. En tout cas, moi, me happe à chaque fois. Je rentre dedans. Le fait qu'il n'y ait pas de temps mort dans la gestion du tour et dans les différentes actions qui s'enchaînent entre les investigateurs, les créatures, la corruption, on est toujours suspendu à un événement ou à une irruption chaotique, ce qui fait que, voilà quoi, on est toujours sur le qui-vive, quoi. C'est vraiment une sensation très singulière et propre à ce jeu. Je fais le parallèle avec Cthulhu Death May Die. Cthulhu Death May Die, tout est programmé en fait. On a tout sous les yeux, on sait ce qui va apparaître, pas apparaître. Finalement, on est plus sur une gestion de personnage qu'une gestion de plateau. Maintenant, Cthulhu est très bien, hein. Je peux comprendre qu'on adore ce jeu, mais il est beaucoup plus contrôlé. Là, sur Deep Madness, on est sur un jeu beaucoup plus chaotique. De ce point de vue-là, on est plus proche de Shadows of Brimstone qui nous assène comme ça des coups et des surprises en permanence. Bah là, c'est un peu la même chose, mais c'est même plus intense en fait à Deep Madness. Voilà, grosso modo, c'est ça que j'aime. Bon, il y a plein d'aspects encore que j'aime, hein. J'adore les monstres et les illustrations. J'adore leur fonctionnement, leur mécanique particulière. Je vous ai dit que j'appréciais particulièrement la substance qui me régale quoi, à chaque fois que je l'active. Mais j'aime aussi beaucoup d'autres monstres hein, proposés. Dans la boîte, on a des monstres qui génèrent l'apparition d'autres monstres, d'espèces d'arachno, je sais pas quoi, d'arachno monstres, qui envahissent le plateau. Il y en a d'autres qui... qu'est-ce qu'ils font les autres? Je regarde un petit peu. Ouais, il y en a qui nous affaiblissent parce qu'ils ont une substance voilà, qui nous envoie. Là, on n'a pas trop vu comment fonctionnaient les amblyopes, mais eux nous affaiblissent aussi à distance dès qu'on est dans leur rayon d'action, enfin dans leur dans leur champ de vision, pardon. Enfin voilà, il y a plein de petites mécaniques différentes qui viennent se combiner et créer du coup un tour de jeu qui va être très différent d'une partie à l'autre et qu'il va falloir assimiler à chaque partie pour s'adapter et puis pouvoir avancer vers nos objectifs. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime beaucoup aussi la gestion des personnages, la manière dont on les customise, la manière dont ils se complètent. J'adore le système qui est pensé d'action bonus, d'action complémentaire, quand on joue à 4 personnages en jouant en solo. Je pense aussi qu'en contrepartie, le jeu est plus difficile quand on joue en solo, mais ça fait partie de l'équilibrage, puisque à 4 personnages, on dispose d'un peu moins de capacités particulières qui nous permettent de faire face, à différentes situations et à nous adapter au mieux, en fait, en faisant appel au talent plus étendu de nos 6 personnages par rapport à 4 personnages.
Mais la contrepartie, c'est que quand on joue solo, la coordination est normalement optimale. Et on peut vraiment orchestrer et programmer les actions des uns par rapport aux autres en tenant compte du placement du joueur dans le tour, etc. Bon, ça, c'est un aspect que je n'ai pas exploité du tout, hein, je n'ai pas assez d'expérience, mais globalement, c'est vraiment quelque chose qui avantage le joueur solo, ça c'est clair. Donc, de ce point de vue-là, l'équilibrage est bon et le fonctionnement des personnages, et je le trouve très bien parce que on a tout sous les yeux, on n'oublie rien, alors que quand on a des grandes fiches, etc., le regard se perd et on peut oublier, surtout moi, on peut oublier des actions ou des possibilités qui sont offertes. Alors que là, au bout d'un ou deux tours, d'une ou deux parties, je pense que on arrive à maîtriser globalement tout le panel qui est proposé au niveau de chaque personnage. Donc, on arrive à s'en sortir. Alors, je ne sais pas, vous me direz certainement dans vos commentaires, mais j'ai pas dû faire tant d'oublis que ça, dont je ne me serais pas rendu compte. Et ça, je trouve que c'est une force aussi du jeu, en regard de sa densité, quoi, et du nombre d'actions qu'on effectue, puisque voilà, tout s'enchaîne tout le temps, on doit tout gérer, et c'est assez phénoménal de ce point de vue-là. Vous voyez, je suis assez enthousiaste hein, sur le jeu, donc je vais m'arrêter là sur les éloges. Au niveau des critiques, alors je sais que certains d'entre vous ne sont pas attirés par ce jeu, parce qu'ils craignent un aspect répétitif. Je ne peux pas encore vraiment le sentir, parce que j'ai pas assez de parties à mon actif. Hein. Là, pour moi, c'est tout neuf, donc pour le moment, je m'éclate. Par contre, une des critiques, c'est la qualité des tuiles qui est très médiocre. Déjà, elles sont fines. Alors, au niveau de l'impression, il n'y a pas de problème. C'est du recto verso, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, le gondole. J'ai essayé de le faire, pas le faire à repasser, mais ah tiens, c'est peut-être une nouvelle solution, ça, le faire à repasser, mais en étant très précautionneux et faire attention à bien les protéger pour pas les brûler. Mais je vais essayer de le faire à repasser. Ça va peut-être régler le problème de la colle de manière plus fiable que le sèche-cheveux. Et peut-être plus durable. Je vais réessayer pour les recuire un peu. Mais cela dit, là, j'ai aussi mis des tuiles de la même dimension dans un sachet. Et j'ai l'impression que c'est quand même un problème d'humidité dans ce jeu. Hein. Donc, j'ai mis les autres tuiles dans un sachet avec un paquet de silice pour tester. Et j'ai l'impression que ça les redresse pas mal. Donc, bon, ça se trouve, l'opération sèche-cheveux ou fer à repasser n'est pas adaptée à ce jeu. Maintenant, c'est vrai que la qualité n'est pas top. Je sais que certains aussi m'ont dit que la lisibilité n'était pas le point fort du jeu. Bon, peut-être, mais on s'y habitue. Voilà, on s'y habitue. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Et encore, j'ai utilisé les pions Flooded, là, ce qui n'est pas la meilleure solution, mais on peut tout à fait utiliser comme certains l'ont suggéré. Et comme le fait, par exemple, ludiquement solo dans ses parties, une feuille bleue transparente pour figurer les zones inondées. Moi, je ne sais pas en fait si je vais le faire. Je voulais le faire, je vais sûrement tester, mais j'ai peur qu'on voit moins bien les zones, etc. Donc bon, j'en sais rien, je vais tester. Il faudrait que je trouve vraiment des feuilles bleues, mais très claires, très translucides. Voilà, donc petite critique sur les tuiles. Tout le reste me paraît de bonne qualité. Hein. Les jetons, ça va, c'est standard. Les portes, ça va. Les supports, c'est très bien. Les figurines sont très sympas. Voilà, donc j'ai pas d'autres critiques. Non, c'est un bon jeu. Je le recommande hein, pour tous les amoureux de l'ambiance cthulhienne dont je fais partie. Et puis, je vais m'arrêter là parce que là, je pourrais parler un petit moment de mes impressions sur ce jeu. Je fais un petit clin d'œil aussi à Mike Ludic, qui, lors d'une de ses vidéos de top, m'a permis de découvrir Deep Madness, que je ne connaissais pas il y a encore 15 jours, et qui m'a demandé de lui faire un petit retour à travers ma vidéo sur mes impressions. Et bien Mike, grâce à toi, je me suis éclaté, et j'adore ce jeu. Donc, je te salue, et je te dis à bientôt pour de nouveaux échanges. Sur ces mots, je vous remercie tous d'avoir suivi cette partie de Deep Madness. Ça a été un plaisir pour moi de vous la proposer.
On se retrouve bientôt pour de nouveaux jeux et de nouvelles parties. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!